Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver ce mercredi. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Avec vous depuis le newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Sherbrooke, Doré-Las. Pour présenter la page internationale, Jacques Bell pour le grand journal. Joannel François de Saint-Étienne et Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Nous irons à New York. Les dirigeants des pays du Sud ont fait entendre leur voix devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président cubain Miguel Díaz-Canel s'est adressé à l'Assemblée avec un message contre le blocus américain. Voici un reportage signé FGTN News. Je ne peux pas venir devant cette tribune mondiale sans dénoncer une fois encore que depuis 60 ans, Cuba a souffert d'un blocus oppressant créé pour supprimer ses revenus et le niveau de vie, causant un manque continu de nourriture, de médicaments et d'autres marchandises de base, tout en endommageant son potentiel de développement. Le gouvernement américain ment et porte lourdement atteinte aux efforts internationaux visant à combattre le terrorisme en accusant Cuba sans fondement d'être une nation de cette calamité. Protégés derrière cette accusation arbitraire et frauduleuse, ils extorquent des centaines d'entités bancaires et financières dans toutes les parties du monde et les obligent à choisir entre continuer leurs relations avec les États-Unis ou maintenir leurs liens avec Cuba. Les dirigeants des pays du Sud ont également fait part du besoin pour les pays riches de fournir des ressources adéquates et de respecter leurs engagements financiers. Le président du Brésil, Lula, a évoqué devant l'Assemblée les efforts menés pour combattre le changement climatique et préserver l'Amazonie. Il a exhorté les nations à allouer les ressources financières et technologiques promises et à mettre en œuvre les décisions de l'accord de Paris. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également exhorté les nations riches à honorer leurs engagements financiers faits à l'égard des nations pauvres. Il a exhorté les dirigeants à accélérer la décarbonisation mondiale tout en poursuivant l'égalité et le partage de la prospérité. Sans la mobilisation de ressources financières et technologiques, il n'y a aucun moyen de mettre en œuvre ce que nous avons décidé dans l'accord de Paris et dans le cadre mondial pour la biodiversité. La promesse d'allouer 100 milliards de dollars par an aux pays au développement ne reste que cela, une longue promesse. C'est une grave accusation de cette communauté internationale que nous pouvons dépenser autant d'argent pour la guerre, en fait des milliers de milliards dans la guerre, mais de ne pas pouvoir soutenir l'action nécessaire pour répondre aux besoins les plus élémentaires de milliards de personnes dans le monde, des besoins tels que la lutte contre la faim, la santé, l'autonomisation des femmes et garantir qu'il y a du développement dans les pays vulnérables. Netanyahu et Biden se sont entretenus à New York pour la première rencontre depuis que Benjamin Netanyahu est revenu au pouvoir fin 2022. Le démocrate de 80 ans a choisi le cadre neutre de l'hôtel new-yorkais. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous allons discuter de certains sujets difficiles contre la défense des valeurs démocratiques qui sont au cœur de notre partenariat. Notamment, c'est l'équilibre des pouvoirs dans nos institutions, la préservation d'une trajectoire en vue d'une solution à deux États avec les Palestiniens, a dit Joe Biden. Voici un reportage signé I24 News. Après 9 mois d'attente, plus une demi-heure de retard, Benjamin Netanyahu et Joe Biden sont enfin face à face. Pas à la Maison-Blanche, mais en terrain plus neutre, un hôtel de New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Premier ministre israélien parviendra-t-il à dissiper le malaise autour de la réforme judiciaire? Tout s'apparente à un examen en bonne et due forme. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets difficiles. La défense des valeurs démocratiques qui constituent le cœur de notre partenariat, l'équilibre des pouvoirs, la nécessité de préserver la voie vers une solution négociée à deux États et de veiller à ce que l'Iran ne se dote jamais d'une arme nucléaire. Même si nous avons nos différences, vous savez que l'engagement des États-Unis vis-à-vis d'Israël est inébranlable.
Je tiens à réaffirmer ici devant vous, Monsieur le Président, qu'une chose est sûre et elle ne changera jamais. Il s'agit de l'engagement d'Israël en faveur de la démocratie. Nous continuerons à défendre les valeurs que nos deux fières démocraties chérissent. S'il y a un sujet qui peut réunir les deux hommes et créer l'espoir, c'est la perspective d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite. Malgré la complexité des négociations qu'il faut encore mener, Jérusalem et Washington semblent y croire. Monsieur le Président, nous pouvons forger une paix historique entre Israël et l'Arabie Saoudite et je pense qu'une telle paix nous aiderait grandement à mettre fin au conflit israélo-arabe, à réconcilier le monde islamique et l'État juif et à faire naître une véritable paix entre Israël et les Palestiniens. C'est quelque chose qui est à notre portée. Si on discutait de cette normalisation ensemble il y a 10 ans, on dirait qui de nous deux a bu et quoi. Un bon whisky irlandais. Mais avant d'ouvrir cette belle bouteille, il faudra encore s'activer. Question numéro 1 de Joe Biden durant ce tête-à-tête. Quelle concession le Premier ministre israélien est-il prêt à faire vis-à-vis des Palestiniens ? Limité par les pressions de son gouvernement très à droite, Benyamin Netanyahou est prêt à parler d'aide économique à l'autorité palestinienne, mais il en faudra sûrement un peu plus pour convaincre Riyad et Washington. Dans une lettre ouverte ce mercredi, 12 députés du Likoud, dont Yuli Edelstein et Danny Danon, demandent aux dirigeants israéliens de n'accepter aucun compromis avec les Palestiniens dans le cadre d'un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite. Nous restons toujours à New York. Le président sud-africain a parlé. Ramaphosa dénonce l'argent dépensé pour la guerre en Ukraine au détriment de l'Afrique. Voici un reportage à signer Africa News. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé mardi à la tribune de l'ONU les sommes dépensées pour la guerre plutôt qu'au financement du développement des plus vulnérables. Il a appelé à favoriser des financements accessibles et durables pour aider les pays en voie de développement qui croulent sous le poids de leurs dettes. Plusieurs siècles après la fin de la traite des esclaves et plusieurs décennies après la fin de l'exploitation coloniale des ressources de l'Afrique, les peuples de notre continent supportent une fois de plus le coût de l'industrialisation et du développement des nations riches du monde. C'est un prix que les peuples d'Afrique ne sont plus prêts à payer. En prélude à l'Assemblée générale de l'ONU, les pays en développement ont rappelé le reste du monde à leur promesse d'améliorer le sort de l'humanité d'ici à 2030. La richesse de l'Afrique appartient aux Africains. La richesse minérale présente dans la terre de l'Afrique doit en fin de compte revenir aux Africains. Nous exhortons les dirigeants mondiaux à accélérer la décarbonisation mondiale, tout en favorisant l'égalité et le partage de la prospérité. Ramaphosa a appelé depuis New York à soutenir la prévention et le maintien de la paix, notamment en Afrique. Le récent coup d'État au Gabon est le 8e en Afrique depuis 2020. Le précédent avait vu des militaires prendre le pouvoir au Niger en juillet dernier. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le président ukrainien s'est exprimé en personne à l'Assemblée générale des Nations Unies. Voici un reportage à signer Euronews. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Volodymyr Zelensky s'est exprimé en personne à l'Assemblée générale des Nations Unies. Depuis le siège de l'organisation à New York, le président ukrainien a appelé les dirigeants du monde entier à participer à un sommet de la paix. The Ukrainian peace formula is becoming global. Its points offer solutions and steps that will stop all forms of weaponization that Russia used against Ukraine and other countries and may be used by other aggressors. For the first time in modern history, we have a real chance to end the aggression on the terms of the nation which was attacked. Volodymyr Zelensky a également rencontré des dirigeants des pays du Sud pour tenter de les rallier à sa cause et a essuyé quelques critiques venant du président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis. I have questions for him. Where's the accountability on the money we already spent? What is the plan for victory? I think that's what the American public wants to know. Look, what Russia has done invade is wrong. It's an atrocity.
We want to make sure that ends. I also have always said from the beginning, no matter what the issue is, I want accountability for whatever the hard-working taxpayers spend their money on, and I want a plan for victory. Alors que la contre-offensive ukrainienne avance lentement, Kiev continue de demander de l'aide militaire à ses alliés, notamment pour protéger son ciel. La nuit dernière, 17 des 24 drones lancés par la Russie ont été abattus selon l'armée ukrainienne. La guerre en Ukraine, le personnel des médias militaires ukrainiens sera réduit, c'est ce qu'annonce Mamalia, l'ancienne vice-ministre ukrainienne de la Défense. L'Ukraine ne permet pas aux journalistes d'aller sur la ligne de front. Écoutons un reporter de la RT pour un décryptage de la situation. Je pense qu'il y a principalement 3 raisons. La première, c'est évidemment cacher cet échec de cette offensive qui a été annoncée. On se souvient, elle devait être lancée au printemps, puis dans l'été, puis elle devait bien sûr percer le front, etc. Donc je pense, oui, une des premières choses, c'est cacher la vérité sur l'offensive. Une des deuxièmes, c'est aussi cacher, je pense, les pertes, non pas seulement en hommes, mais également en matériel et la présence de personnages, disons, fantômes, enfin des instructeurs étrangers, des mercenaires étrangers, etc. Et la troisième, c'est aussi parce que je pense que, comme les Américains pendant la guerre du Vietnam, ils veulent absolument contrôler toute l'information. Et forcément, bien sûr, c'est pour le moral très 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 mauvais pour le moral de la population ukrainienne. Il va falloir qu'ils fassent une propagande, qu'ils inventent une nouvelle façon de faire de la propagande, de plus en plus mensongère et bien sûr de plus en plus maladroite. Et une de ces premières maladresses, et bien sûr, c'est d'empêcher les journalistes d'être sur le front. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation People News. Pour le compte de la radio évangélique aux 102.3 FM Jacques Mel, pour présenter la page internationale Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps, du soleil pour nous à Boston, 72 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius, Jacques Mel, 92 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Bonsoir Lionel, bonsoir Ruben, bonsoir Adassa Etienne, et bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux 102.3 FM à Jacques Mel. Passez un excellent mercredi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.